bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu technique mais crucial. Un champignon, Fusarium graminearum. Oui, aussi connu sous le nom de gibberellacées. Exactement. Et il s'en prend pas à n'importe quoi. Le blé, l'orge, le maïs, le riz, bref, la base de notre alimentation. On a pas mal de sources pour creuser ça. Tout à fait. C'est l'agent de ce qu'on appelle la fusariose de l'épi. Et l'impact économique, il est juste colossal. On parle de milliards de dollars de pertes chaque année dans le monde. Milliards. Les chiffres donnent le vertige. Plus d'1 milliard rien qu'aux États-Unis, c'est bien ça? C'est ça, annuellement. Ça met une pression énorme sur les agriculteurs, bien sûr. Et ce n'est pas que l'argent. Ce champignon, il fabrique des poisons, en fait, des mycotoxines. Oui, principalement le déoxynivalénol, ou DON. On l'appelle aussi vomitoxine. Ça donne une idée. Z-E-N. Exact. Et le souci, comme le montrent bien nos documents, c'est que ces toxines, elles contaminent les grains. Et elles peuvent survivre à la transformation alimentaire. Donc on peut les retrouver dans notre assiette, potentiellement, dans le pain, les pâtes. C'est la crainte, oui. C'est ce double danger qu'on va explorer. Le risque pour les récoltes, et puis le risque pour la santé humaine et animale. Et bien sûr, comment on essaie de gérer ce fléau. Alors justement, l'impact santé, commençons par les animaux d'élevage. Les sources sont claires. Vomissements à cause du doon, Oui, la vomitoxine. c'est ça. Et puis des problèmes de reproduction avec la zen, des animaux qui maigrissent, qui refusent de manger. Exactement. Et pour nous, les humains, l'exposition, c'est surtout via ce qu'on mange. Mais attention, aussi par l'air, en respirant des poussières de grains contaminés, ou même par contact avec la peau. Et les symptômes qu'ils peuvent désormais subir, on parle de quoi? Nausées, vomissements, comme pour les animaux? Oui, ça peut aller jusque-là. Diarrhée, maux de ventre, fièvre, maux de tête, c'est les effets directs. Mais il y a aussi des inquiétudes sur le plus long terme. C'est-à-dire, Les sources évoquent une possible baisse des défenses immunitaires, peut-être des retards de croissance chez les enfants, et puis des liens suspectés avec certains cancers ou des problèmes pendant la grossesse. C'est préoccupant. et certains groupes sont plus à risque, j'imagine. Oui, les jeunes enfants, les personnes dont le système immunitaire est déjà faible, et puis bien sûr, les agriculteurs qui sont en première ligne. D'accord. Il y a un autre point qui m'a interpellé dans les documents, c'est cette histoire d'agroterrorisme. Le FBI aurait classé ce champignon comme une menace potentielle. Ah oui, ça a fait du bruit cette histoire, liée à une affaire de contrebande impliquant des chercheurs chinois. Donc oui, Fusarium graminearum figure sur certaines listes d'agents potentiels. Ça fait froid dans le dos quand même. Oui, mais faut nuancer. Les experts cités dans nos sources sont assez sceptiques sur son efficacité réelle comme arme biologique. C'est compliqué à disperser à grande échelle. Ça demande des conditions météo très, très précises, humidité, température. C'est pas si simple de déclencher une épidémie volontairement en fait. Voilà. Et puis, il existe quand même des moyens de lutte, les fongicides, les bonnes pratiques agricoles. Donc, l'utiliser comme arme, ce serait logistiquement très complexe et le résultat serait incertain. C'est important de rapporter ces différents points de vue. Entendu. Alors où est-ce qu'on le trouve, ce champignon? Et quand est-ce qu'il se plaît le plus? Il est un peu partout dans le monde, en fait, mais il aime particulièrement les régions chaudes et humides. Les États-Unis, la Chine sont très touchés, notamment dans le sud, le sud-est chinois, près du fleuve Yangtze. Donc le climat joue un rôle majeur. Ah oui, crucial. Beaucoup d'humidité et des températures douces. Au moment où les céréales fleurissent, ces ruvetas, c'est le cocktail idéal pour une épidémie. Et avec le changement climatique, ce risque pourrait augmenter. Logique. Les sources mentionnent même une étude en Chine qui a identifié une lignée spécifique, la lignée 6. Oui, le clade asiatique. Elle était dominante dans cette région étudiée, le Zhejiang. Ça montre qu'il y a aussi des variations génétiques locales. Fascinant. Bon, face à ça, qu'est-ce qu'on fait, Quelles sont les stratégies classiques pour le maîtriser? Alors, il y a l'arsenal conventionnel. D'abord, les fongicides. S'ils sont appliqués au bon moment, ils peuvent réduire l'infection de 50-60%. C'est pas mal, mais c'est pas 100%. Et puis il y a la résistance des plantes elles-mêmes. Exactement. On essaye de sélectionner des variétés de blé, d'orge, etc., qui résistent mieux. Mais pour l'instant, aucune n'est totalement invincible. Après, il y a les méthodes culturelles. Comme la rotation des cultures. Voilà. Éviter de semer du blé après du maïs, par exemple, car le champignon peut survivre sur les débris de maïs. Le labour aide aussi, ça enfouit les résidus infectés. Et puis, traiter les semences et bien sécher les graines pour le stockage, en dessous de 15% d'humidité. D'accord, mais si tout ça existait et suffisait, on n'en parlerait peut-être pas autant.
J'imagine que ça explique pourquoi on cherche d'autres solutions en plus, biologiques peut-être? Tout à fait. Les méthodes conventionnelles ont leurs limites, leurs coûts et parfois des impacts environnementaux. Du coup, la recherche explore activement des alternatives vertes. On parle de biocompétition, par exemple. Biocompétition, c'est-à-dire? L'idée, c'est d'utiliser une souche d'un autre champignon, Aspergillus flavus, mais une souche qui ne produit pas de toxines dangereuses. On l'introduit avant Fusarium pour qu'elle occupe la place et mange les ressources, en gros. Ça a montré des résultats prometteurs pour réduire d'autres types de mycotoxines sur le maïs. Malin. Et il y a aussi des bactéries qui pourraient aider? Oui, l'antagonisme bactérien. On a isolé des bactéries du sol, comme une certaine Bacillus siamensis, qui en laboratoire arrive à freiner très fort la croissance de Fusarium, plus de 77% d'inhibition. Ah oui, quand même, hein. Et sur des plants de maïs, cette bactérie a réduit les dégâts de près de 44%. Probablement parce qu'elle produit des substances qui attaquent le champignon ou parce qu'elle lui vole sa nourriture. Et les sources mentionnaient aussi d'autres pistes microbiennes, un peu comme une éponge à toxines? Oui, c'est ça. Utiliser les parois de certaines levures ou bactéries lactiques pour qu'elles absorbent les toxines. Ou encore, utiliser des enzymes spécifiques produites par d'autres microbes pour dégrader chimiquement les toxines. Il y a des recherches sur des enzymes comme la ZHD101 ou des lacases. Bon, ça ouvre pas mal de portes, ces approches biologiques. Clairement, c'est un domaine en pleine effervescence. L'idée est de trouver des compléments, voire des alternatives plus durables aux produits chimiques. Mais attention, il reste du boulot. Du boulot fort, c'est-à-dire? Il faut s'assurer que ça marche bien sur le terrain, pas juste en labo. Comprendre exactement comment ces microbes agissent, et puis vérifier qu'ils sont totalement sans danger pour l'environnement et pour nous. C'est prometteur, mais on n'y est pas encore tout à fait pour une application à très grande échelle. Pour résumer, ce Fusarium graminearum, c'est vraiment un double casse-tête. Il attaque nos récoltes, donc notre économie agricole, et il contamine potentiellement notre nourriture avec ses toxines. Un adversaire coriace. C'est exactement ça. Et la complexité de sa gestion nous pousse à innover, notamment vers ces solutions biologiques. Elles sont porteuses d'espoir pour une agriculture plus respectueuse, mais les défis techniques et scientifiques sont encore bien réels. Ce qui nous amène peut-être à la question finale. Face à un ennemi aussi adaptable, aussi répandu et si lié au climat qui change, comment peut-on accélérer la mise au point de stratégies de lutte vraiment intégrées qui combinent le meilleur de chaque approche, chimique, culturelle, biologique, pour qu'elle soit à la fois efficace, durable et surtout sûre pour notre approvisionnement alimentaire mondial? C'est un sacré défi pour la recherche.